Pour Kira Kitsopanidou et moi-même, c'est un grand plaisir d'inaugurer cette table ronde et de vous accueillir toutes et tous sur un sujet qui nous intéresse beaucoup, je crois, en tant que spectateurs, en tant que citoyens, les salles de cinéma. Au fond, notre sujet ce soir, c'est de mener une réflexion sur la question des salles de cinéma confrontées à une crise sans précédent, s'étant traduite l'année dernière par la fermeture des salles pendant 162 jours et une lourde chute de la fréquentation, c'est-à-dire aux alentours de 70%. C'est vrai en France, mais j'ai vu que c'était vrai dans toute l'Europe, c'est-à-dire que c'est un phénomène mondial permettant de souligner la dimension d'interdépendance internationale, mais aussi d'interdépendance. Parce que quand on parle des salles, évidemment, la frustration de ceux qui ont la passion des cinémas est de le partager dans les salles, mais également les spectateurs, également les distributeurs, également les producteurs, c'est-à-dire que l'ensemble de la filière est directement concerné. Alors, pour travailler sur cette question, pour réfléchir sur cette question, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous Richard Patry et François Aimé. J'en dis quelques mots, ils pourront donner quelques compléments, mais enfin, Richard, je te présenterai volontiers d'abord comme exploitant, c'est-à-dire un homme de salle de cinéma qui a connu tous les métiers dans ce domaine, les cinémas Grand Mercure à Elbeuf, la direction de la société Nord-Ouest Exploitation et puis président de la chambre syndicale des cinémas de Normandie. Donc, j'allais dire un ancrage régional et de terrain. Et puis également des responsabilités collectives à un échelon national et européen. Mais ici, Richard, tu es parmi nous en tant que président de la Fédération nationale des cinémas français, c'est-à-dire le regroupement de différents syndicats professionnels qui regroupent l'ensemble des salles de cinéma françaises, soit, si je prends les chiffres du début 2020, plus de 6100 écrans, 2045 établissements. Et si je prends la précaution de dire début 2020, c'est que chacun comprend bien qu'un des enjeux fondamentaux, c'est l'avenir des salles, la pérennité et le développement d'un tissu de salles dont on peut bien dire qu'il est une référence internationale. C'est-à-dire que nous avons la chance en France d'avoir un tissu de salles, une densité de salles tout à fait exceptionnelle. Et puis nous accueillons François Aimé, qui lui est président de l'AFCAE. Ben, lui aussi, il est exploitant. Il est directeur du cinéma Jean Eustache à Pessac. Bon, il a beaucoup de casquettes aussi, mais comme Richard, je ne vais pas dire tout ce qu'il faut, ça ferait beaucoup, mais il est aussi commissaire général du Festival du film d'histoire de Pessac, fondateur de l'Unité populaire du cinéma. Il est aussi auteur. Moi, je voudrais citer deux films que j'aime beaucoup. Un Français nommé Gabin, 2017, avec Yves Joland, et puis en 2020, Charlie Chaplin, Le génie de la liberté, et qui est passé récemment sur France 3. Donc, ça veut dire qu'on a là un exploitant qui se trouve être aussi dans une responsabilité collective, élu président de l'Association française des cinémas d'art et essai, c'est-à-dire 1170 cinémas adhérents, plus de 2000 écrans. Et ce que représente l'arrêt essai en France, c'est un mouvement d'ailleurs national et international avec des missions fondamentales. Je les citerai d'abord la défense du pluralisme des lieux, avec tous les enjeux d'aménagement culturel du territoire, le soutien du cinéma d'auteur, la formation des publics, notamment des plus jeunes. Donc j'allais dire que tous deux, vous êtes avec nous et je vais vous inviter à nous présenter un certain nombre de réflexions sur la situation présente. Alors je le dis conjointement avec Kira, qui est la fondatrice de la Semaine des Arts et des Médias, qui joue un rôle absolument déterminant dans toutes les éditions, mais en particulier la 6e, et j'ai partagé avec elle ce sentiment que dans un contexte, disons-le, difficile, qui risque de provoquer du découragement, la perte d'élan vital, le repli sur soi, nous avons choisi résolument de ne pas baisser les bras. Tout au contraire,
nous sommes convaincus de l'intérêt, de la nécessité de réfléchir, de partager, d'analyser cette crise, non pas pour se complaire dans la déploration. Il ne faut pas sous-estimer, bien sûr, les frustrations, les ressentiments, les amertumes, les inquiétudes, mais lorsqu'on est responsable, on prend en compte et on n'ignore pas ces réalités, mais on travaille sur le présent qui est relever les défis auxquels nous sommes présentement confrontés, mais très fondamentalement, et c'est le sens de notre table ronde, préparer l'avenir avec clairvoyance, avec force, avec conviction. Et c'est ce qui me plaît de vous avoir tous les deux avec nous, c'est que vous êtes tous les deux hommes de passion, la passion du cinéma, hommes de terrain, vous savez, j'allais dire, de quoi vous parlez, et hommes de conviction, ayant le courage de prendre des responsabilités lourdes, c'est-à-dire accompagner finalement toute une profession pour faire face aux difficultés et préparer l'avenir. Alors, pour vous deux et pour ce débat, au fond, quel grand questionnement? Ce serait quels enseignements on peut tirer de ce que nous avons vécu au cours de ces derniers mois, mais surtout par rapport à quelles perspectives? Quelles perspectives pouvons-nous tracer? Et c'est aussi l'intitulé de cette table ronde. Quelles innovations porteuses d'avenir pouvons-nous identifier? En gros, une réflexion sur la salle de cinéma de demain, les spectateurs de demain, et comment s'effectuera cette merveilleuse rencontre, qui est la rencontre du spectateur avec les œuvres dans un espace spécialement créé pour cela, la salle de cinéma. Donc, nous sommes des passionnés de cinéma, des passionnés de salles de cinéma. Sur des sujets comme cela, vous êtes intarissables. On pourrait poursuivre très, très long dans la soirée. Donc, ça va nous obliger à aller à l'essentiel. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord vous donner la parole à vous deux pour que vous nous disiez quelques idées clés. Et ensuite, on échangera, on dialoguera, on partira des questions qui nous seront proposées. Donc, je vais d'abord donner la parole à la Normandie et ensuite c'est l'Aquitaine qui aura la parole, mais ça circulera évidemment dans tous les sens. Alors, Kira et moi allons animer le débat, l'un après l'autre, etc. Donc, on sera tous les quatre dans cet échange. Donc, voilà, je donne tout de suite la parole à Richard par rapport à ce questionnement d'ensemble que je me suis permis de vous présenter. Bonjour, bonsoir Laurent, bonsoir Kira, bonsoir François, bonsoir à tous vos étudiantes et vos étudiants. C'est un grand bonheur de participer à cette table ronde. Alors c'est la Normandie, mais qui vous parle depuis le Lavandou, puisque je suis dans le sud de la France, puisque voyez-vous, cette crise est très importante, hein, 130 jours de fermeture depuis le mois d'octobre, mais je suis ici parce que demain, je réceptionne un nouveau cinéma tout neuf dans cette ville du sud de la France, un cinéma qu'on appelle un cinéma indépendant de proximité, hein, un trois salles, hein, puisque entre hier et Saint-Raphaël, il n'y avait pas de cinéma. Il n'y avait que des cinémas en plein air. Et donc, avec la ville du Lavandou, nous avons construit un cinéma de 3 salles qui aurait pu ouvrir mercredi, mais qui, malheureusement, va encore attendre quelques jours avant d'ouvrir. C'est vous dire que, d'abord, Laurent et Kira, pour répondre à votre question, on y croit, et on y croit encore toujours, et on y croit beaucoup. Malgré le fait qu'on est un peu démoralisé, vous avez choisi un angle d'avenir et vous avez eu raison parce que, effectivement, si on se penche sur le passé récent des salles de cinéma, on est un tout petit peu déprimé. Alors, on essaye, dans l'analyse de ce passé, déjà de trouver des choses qui nous rassurent. Alors, vous le disiez, 70% de perte d'exploitation, de perte de fréquentation pour notre pays, hein, 65 millions de spectateurs versus 213 millions l'année 2019. C'est-à-dire que le paradoxe absolu de ces 2 années, c'est qu'on avait quasiment, on avait la 2e meilleure année depuis 50 ans en 2019 et on a la pire année de tous les temps. En tous les cas, certaines personnes, mais là je suis beaucoup moins érudit que vous sur les statistiques de l'histoire du cinéma, mais certaines personnes disent que c'est des niveaux de fréquentation comparables à ce qu'il y avait dans les années 20. On m'a même dit 1917. Alors voyez-vous, ce qui est, je ne sais pas, mais en tous les cas,
clairement, si on parle des 50 dernières années, on a la plus mauvaise année en 2020 contre la deuxième meilleure année en 2019. C'est dire la situation dramatique, catastrophique que nous avons dû vivre dans cette période. Alors, comme vous l'avez voulu, on va s'attacher quand même un peu aux points positifs. Alors, c'est dur, mais c'est moins dur qu'ailleurs. C'est moins dur qu'ailleurs, c'est-à-dire que si on regarde la fréquentation dans les autres pays d'Europe et dans les autres pays du monde, vous l'avez dit Laurent, fréquentation en très forte baisse, à des niveaux à peu près équivalents, mais personne n'a fermé autant que la France. C'est-à-dire que globalement, si en version absolue, nous avons été le pays d'Europe qui a le moins baissé. Et ça, on le doit très clairement à la puissance de notre cinématographie. Nous avons actuellement en France, il faut le dire, et il faut le dire très fort, une sorte de nouvelle vague du cinéma français. Un cinéma français qui est de plus en plus populaire, mais populaire de qualité. On va dire que la frontière entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire s'est vraiment réduite. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui en France d'énormes talents, des auteurs, des réalisateurs, des producteurs qui réalisent des films avec clairement des films d'art et essai, mais dont la vocation est aussi d'aller séduire le public. Et on l'a vu pendant cette période de fermeture, grâce au cinéma français, nous avons quand même pu faire ces 65 millions de spectateurs en 2020. Et c'est grâce à la vitalité de notre cinéma qui est allé chercher des spectateurs. Et sur ce point-là, bien sûr, ce sont des films à essai et je laisserai François détailler un peu plus sur ce point-là, mais nous avons cette chance. Donc, dans notre jeu, nous avons cet atout de la qualité du cinéma français que n'ont pas les Espagnols, que n'ont pas les Allemands, que n'ont pas, alors les Anglais c'est un petit peu particulier parce qu'eux s'appuient beaucoup sur le cinéma américain, mais que n'ont pas non plus les Anglais. Je dirais qu'avec la Corée du Sud, nous sommes les deux pays à avoir le mieux résisté à cette crise du coronavirus, avec l'arrêt total de notre cinématographie, des salles de cinéma pendant plus de 230 jours, donc du jamais vu, du jamais connu. Donc, déjà, un premier point comment dirais-je, de satisfaction. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les spectateurs sont derrière nous et nous l'avons vu. Dès que nous avons pu réouvrir les salles, les spectateurs sont venus. Malgré les contraintes, malgré le masque, malgré la distanciation physique, les spectateurs étaient là. Et donc, ce que nous voulons crier au gouvernement actuellement, c'est de leur dire ouvrez les salles avec les mêmes protocoles, avec le couvre-feu si vous voulez, mais ouvrez les salles, donnez la possibilité à nos concitoyens de retourner dans les salles de cinéma. Il y a urgence. Malheureusement, aujourd'hui, l'exception culturelle de notre pays est en train de mourir à cause de cette décision que nous ne comprenons pas. On peut aller dans une église, on ne peut pas aller dans un cinéma. C'est absolument incompréhensible. Nos concitoyens sont des gens responsables. Dans les salles de cinéma, on a l'habitude depuis des décennies de respecter des consignes. Dans les salles de cinéma, on ne fume pas. Dans les salles de cinéma, on ne parle pas. On est tous assis dans le même sens. On rentre en communion avec l'écran. Pour voir un film, il faut absolument rouvrir les salles et nous pourrons démontrer à partir de ce moment-là la vitalité de notre parc de salles que vous avez qualifié du meilleur du monde et je vous en remercie, Laurent. Voilà un peu pour commencer les quelques points. Je vais laisser bien sûr la parole à François. Les quelques points et puis après on abordera effectivement le consommateur, parce que c'est un consommateur, mais c'est surtout un cinéphile, mais c'est quand même un consommateur, et puis peut-être le changement de ces fameuses habitudes de consommation aujourd'hui pendant cette pandémie, mais je ne veux pas monopoliser la parole et je passe la parole à François. Merci Richard. Alors, il y a beaucoup de choses à dire évidemment, donc c'est compliqué de savoir par où on commence, mais ce que je voudrais souligner, peut-être, ça a été beaucoup dit, c'est le fait qu'on ait une crise qui a deux dimensions. La dimension de la pandémie, c'est évident, mais en même temps, cette pandémie a obligé les gens à rester chez eux et à regarder encore plus les plateformes, la télévision, bien sûr, mais on a vu une forme d'amplification et d'accélération du visionnement en termes d'heures, en termes d'offres de films,
Et donc, il y a un double bouleversement auquel on doit faire face. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point essentiel. Après, si on essaye de se placer un peu dans une perspective historique, on est à un moment charnière, sans doute, et c'est vrai que c'est une crise qui est sans équivalent dans l'histoire. Et si on regarde comment ça s'est passé dans les crises antérieures ou dans les bouleversements antérieurs, je pense notamment d'abord peut-être au théâtre. C'est-à-dire que le théâtre ou le music hall, salle de spectacle de la fin du 19e ou du début du 20e, ont vu arriver le cinéma à un moment donné. Et le cinéma n'a pas fait disparaître les théâtres. En revanche, ils les ont obligés à repenser leur mode de fonctionnement et on a pu voir que le public et la répartition du théâtre et le fonctionnement des théâtres ont changé. On peut dire la même chose de la télévision par rapport à la presse ou de la télévision par rapport au cinéma. Et ça m'amène à parler de la période des années 80, parce que je pense que c'est une période intéressante, où on a vu qu'après une bonne quinzaine d'années, une bonne vingtaine d'années, où la fréquentation a chuté de moitié, elle a à nouveau chuté de moitié dans les années 80 avec l'arrivée de Canal+, la VHS, etc. On est passé de 400 millions à 200 millions, et ensuite de 200 millions à 115 millions. Et après, ça a remonté. C'est-à-dire que je crois que c'est important de se souvenir de ce moment, la fin des années 80, le début des années 90, où on a cru que face à des bouleversements considérables du visionnement des films, que la salle de cinéma, c'était fini. C'était la chanson de Eddie Mitchell, La dernière séance. Et puis finalement, c'est reparti dans le bon sens. Et c'est reparti grâce, j'ai envie de dire, à la conjugaison de deux aspects. D'un côté, une prise de conscience des professionnels de certains défauts de l'exploitation. Et à l'époque, et en particulier dans la RSS, je dois l'avouer, on pensait que, ma foi, ce qui était le plus important, c'était le film, et qu'on pouvait regarder un film de Jean-Luc Godard ou un film de Pedro Almodóvar sur un petit écran et sur un mauvais fauteuil, parce que ce qui comptait, c'était le film de Pedro Almodóvar. Et puis, finalement, on a pris conscience qu'il fallait avoir des très bons fauteuils et des très bons écrans. Et dans le même temps, les pouvoirs publics et les collectivités locales ont saisi l'importance de la salle de cinéma comme outil culturel de proximité, comme outil de diffusion d'une diversité culturelle. Et c'est la conjugaison de ces deux prises de conscience, celle des professionnels et celle des pouvoirs publics, qui a fait que la fréquentation est remontée de 115 millions à 219 millions. Donc pendant 30 ans, malgré le développement des téléphones portables, des DVD, malgré la multiplication de toutes les formes de visionnement des films, la fréquentation est remontée à des niveaux extraordinaires. Voilà. Donc, je voulais juste faire ce rappel historique pour dire que les choses peuvent être réversibles et elles ne sont pas forcément si difficiles que ça, mais simplement, il faut qu'il y ait des prises de conscience sur les situations et sur les éventuels handicaps qu'on peut avoir encore aujourd'hui à traiter. Voilà, juste pour lancer la discussion. Très bien. Merci beaucoup François pour cette contribution au débat qui permet d'abord de souligner l'importance de ne pas sombrer dans une approche déterministe et fataliste et en observant les faits, de se rendre compte qu'un nouveau média ne tue pas les précédents, qu'une nouvelle technique n'écrase pas nécessairement d'autres techniques, mais qu'il y a quand même des réajustements et qu'en particulier, après des phases de réduction de la fréquentation cinématographique qui amenaient beaucoup à se satisfaire d'une rhétorique romantique et désespérée de la mort du cinéma, heureusement, la réponse n'a pas été de baisser les bras, mais tout au contraire, de revoir, premièrement, comment il était possible de dépasser l'opposition concurrentielle entre cinéma et télévision et d'arriver à montrer que, bien sûr, il y a une logique concurrentielle, mais possiblement des logiques de coopération. Là, j'évoque le financement de la cinématographie française, européenne, par les chaînes de télévision. Donc, pas nécessairement opposition, mais des logiques de conjonction qui peuvent être réalisées. Et tu rappelais qu'en 1993,
effectivement 116 millions d'entrées. En 2011-2019, ça fait plus 79% d'entrées. Écoutez, pour une activité qu'on disait moribonde, c'est quand même pas mal du tout. Simplement, nous sommes confrontés actuellement à une nouvelle situation et dans tes propos et ceux de Richard, on voit bien que la crise, d'abord, c'est une souffrance, une inquiétude, mais ça présente aussi un effet révélateur. C'est-à-dire que un certain nombre de difficultés, un certain nombre de défis existaient avant mars 2020 et la crise est non seulement un révélateur, mais possiblement un accélérateur. Alors, ça touche beaucoup de questions. Par exemple, la montée en puissance des plateformes, elle est bien antérieure à mars 2020. Qu'est-ce que cela veut dire et quels sont les effets? Alors, on va redonner la parole maintenant à Richard. Comment toi, tu penses cette question, après effectivement l'arrivée de la télévision, de la vidéo, vidéo à la demande et la plateforme? Première analyse, finalement, ça fait un espace supplémentaire qui est présenté pour des spectateurs, consommateurs multi-écrans? Ou est-ce que cette logique-là présente des caractéristiques telles qu'on pourrait parler d'une forme de disruption, en tout cas de danger accru? Après, la question, c'est le danger pour qui? On peut se poser la question des chaînes de télévision versus effectivement les salles de cinéma dont la proposition de valeur est assez fondamentalement différente. C'est un peu, ça a été évoqué dans le webinaire un peu plus tôt, la distinction entre l'économie de l'attention et l'économie, disons, de l'expérience, c'est-à-dire ce que l'on vit dans une salle de cinéma. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ça nous intéresse d'avoir votre point de vue à tous deux. Et d'abord, Richard, sur cette question de la enfin, disons, de l'arrivée des plateformes et de ses conséquences, à ton avis, possibles sur l'évolution du comportement des spectateurs et aussi des stratégies des salles de cinéma? Alors, question bien sûr centrale, hein, c'est le thème complet de votre questionnement. D'abord, et moi c'est fondamental, rien ne remplacera jamais la salle de cinéma. La salle de cinéma, c'est pas uniquement une œuvre. C'est une œuvre, hein, mais c'est pas uniquement une œuvre. La salle de cinéma, c'est d'abord des conditions particulières de vision de cette œuvre. Et c'est une expérience collective, c'est un lieu collectif. Et puis, il y a un petit détail aussi, c'est un lieu d'exclusivité. C'est-à-dire que normalement, la salle de cinéma, c'est le lieu où on peut voir ensemble, avec des gens que l'on ne connaît pas forcément, une œuvre cinématographique que l'on partage, mais que l'on ne peut voir nulle part ailleurs. Donc, on parle donc de vision collective, on parle de lieu d'exception, et là, le côté des exploitants joue énormément. Donc, François en parlait dans son intervention, c'est la qualité de l'expérience que l'on propose au public. Et puis, il y a un troisième petit point, c'est l'exclusivité du contenu. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a ces trois vecteurs réunis, on a l'expérience cinématographique gagnante que nous avons vécue ces dernières années, on va dire depuis une dizaine d'années. Alors, pourquoi les plateformes viennent bouleverser tout ça? Alors, quel est le risque? Les plateformes, elles n'offrent pas de vision collective, on le sait, la plateforme, on la regarde chez soi, on la regarde sur son téléphone portable, sur sa télé, mais ce n'est pas une vision collective. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas la même chose. C'est comme aller au restaurant ou faire de la vente à emporter. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir un chef 3 étoiles qui cuisine pour vous en vente à emporter. Ça ne remplacera jamais l'expérience du grand restaurant ou l'expérience de la convivialité du restaurant. Donc déjà, cet atout-là, nous continuons à l'avoir. Alors, elles l'ont bien compris, hein, les plateformes. Donc, elles essayent de travailler sur autre chose. Alors d'abord, elles combattent sur la fameuse exclusivité. Et là-dessus, elles sont très fortes parce que personne ne le dit trop souvent, mais les plateformes, elles sont sur un modèle exclusif. Ce que Netflix propose, personne d'autre actuellement
hormis quelques films dont on va reparler sur la chronologie des médias. Mais Netflix, par exemple, n'est absolument pas partageur actuellement. C'est-à-dire qu'un film produit par Netflix, si on prend Roma, eh bien, malgré le fait que nous nous sommes battus avec les plus grands festivals du monde, avec les autres pays du monde, pour que ce film puisse avoir une fenêtre d'exploitation en salle, Netflix l'a totalement refusé. Et donc, si vous vouliez voir Roma, à part vous abonner à Netflix, point de possibilité de voir cette œuvre. Donc, déjà, il y a ce combat sur l'exclusivité. Il faudrait, dans un premier temps, que les plateformes soient un tout petit peu plus partageuses et respectent un petit peu cette chaîne de valeur. Et puis, la deuxième chose dont on peut aussi se poser la question, c'est que les salles de cinéma en France sont les lieux de la diversité. Les salles françaises diffusent en moyenne entre 700 et 800 films nouveaux tous les ans. Alors, il y a la grande question, y a-t-il trop de films? Eh bien, la réponse est non, il n'y a jamais trop de créativité. Si aujourd'hui, il y a des films qui sont produits, c'est le rôle des salles de cinéma de les diffuser, d'essayer de les diffuser dans les meilleures conditions possibles. Et là aussi, j'attire l'attention de tous vos étudiants sur quelque chose dont on ne parle jamais. Mais les salles de cinéma sont le seul média qui diffuse tous ces films. Il faut savoir que sur ces 700 films qui sortent dans nos salles, un tiers, c'est énorme, un tiers disparaissent complètement de la circulation après la salle de cinéma. C'est-à-dire que vous ne les trouverez pas en VOD. Aucune chaîne de télévision ne voudra les passer et aucune plateforme ne les achètera. Donc, au niveau de la diversité, les salles de cinéma sont imbattables, sont une expérience imbattable. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, quels risques font-elles prendre au modèle que nous avons? Eh bien, c'est le risque d'une absence de diversité et d'une absence de partage. On le voit bien dans les discussions que nous avons actuellement avec ces plateformes sur la nouvelle chronologie des médias, et on va certainement reparler, la transposition de la loi SMA. Ces plateformes, elles ont compris qu'il allait falloir qu'elles rentrent dans nos modèles de financement français, qu'elles participent au financement de la création. Mais en fait, elles le disent très clairement. Elles veulent bien participer, elles veulent bien donner, allez, 20-25% de leur chiffre d'affaires. Et puis, sur ces 20-25%, de réserver 20% au cinéma, 80% pour ce qu'elles aiment faire, c'est-à-dire leur propre programme. Mais bon, allez, comme de toute façon, elles seront obligées d'en mettre un petit peu, allez, 20%. Mais elles le disent, elles voudront produire quoi? Elles voudront produire les films les plus brillants, les plus novateurs, les plus fédérateurs. Donc, les films, clairement, qui sont les films du box-office français. Donc, le risque, il est très fort sur une absence de diversité. Et d'ailleurs, tout le débat, l'enjeu actuellement du débat qui nous occupe, c'est comment nous allons essayer d'obtenir d'elle une forme de diversité, qu'elle n'aille pas sur les 10 meilleurs films du box-office. Parce que les 10 meilleurs films du box-office, actuellement, on est capable de les produire en France. On est totalement capable de les produire en France et on va dire on est capable de les produire sans eux. On l'a bien prouvé. Donc, le grand sujet aujourd'hui pour nous et la grande menace, c'est l'exclusivité. C'est que ces plateformes, en fait, récupèrent la crème du lait, voilà, ça c'est une référence de Normand, la crème du lait et laisse le lait écrémé à boire comme ça, et s'attribue un peu cette crème du lait en essayant de squeezer la salle de cinéma pour leur exclusivité. Donc ça, c'est un premier risque. Et puis le deuxième risque, c'est qu'effectivement, on appauvrisse la création. C'est-à-dire qu'en appauvrissant notre système de financement exceptionnel, du cinéma, qui est unique au monde, qui fait que les films américains payent pour les films français et pour la jeune création française. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez au cinéma, vous payez pour la jeune création, pour créer le modèle. Eh bien, qu'elle, en fait, limite ce modèle et qu'on ne produise plus que des films à fort potentiel et que la jeune création soit laissée un peu de côté. Et pour terminer, c'est un peu, pour moi, le troisième risque, c'est un peu ce qui risque de se passer dans les autres pays du monde, et surtout aux États-Unis aujourd'hui, où on le voit bien, la tentative des grands studios américains aujourd'hui, c'est de réserver les blockbusters à la salle de cinéma. Mais on voit bien, par exemple, que
toute la création indépendante qui est aussi très, très vivante aux États-Unis. Le cinéma indépendant américain est aussi dans une très bonne forme. Eh bien, aujourd'hui, ce cinéma américain-là, eh bien, malheureusement, le risque, c'est qu'il abandonne complètement les salles de cinéma et qu'il soit réservé pour les plateformes. Alors, vous me dites, c'est complètement l'opposé de ce que vous venez de dire, puisque vous dites que les plateformes ne veulent que les gros films. Oui, mais sauf qu'au bout d'un moment, le risque, c'est que si nous ne sommes pas capables de générer en France, sur nos écrans, de nouveaux talents, eh bien, ces talents, ces jeunes talents, eh bien, ils ne produiront que pour les plateformes, ils ne produiront plus pour le cinéma. Et à terme, on appauvrira la diversité sur nos écrans. Et ça, c'est un vrai, vrai risque. Et c'est un risque pour les films, ce qu'on appelle les fameux films du milieu. C'est-à-dire que la jeune création, les tout petits indépendants arriveront à trouver un créneau salle de cinéma parce que celle-là, les plateformes ne les intéresseront pas. Et puis les blockbusters trouveront aussi la salle de cinéma. Et la salle de cinéma sera en fait une tête de gondole juste pour exposer quelques films, mais n'aura plus cette possibilité de diversité. C'est un risque vraiment très important sur lequel il faut qu'on se protège. On va évoquer à nouveau la rupture de modèle qui risque de se produire aux États-Unis avec des conséquences lourdes aussi sur le modèle français. Mais avant de parler de cette rupture, de cette disruption, j'aimerais interroger François sur la promesse spectateur. On a longuement parlé en préparant cette séance. On avait dit que le confort, les grands écrans, l'expérience collective, le film sont toujours très essentiels, mais pas forcément suffisants. En préparant cet avenir après Covid, il y a peut-être d'autres stratégies à mettre en place. Vos salles, les salles de votre réseau a commencé à le mettre en place. Peut-être que le mot-clé, c'est l'événementialisation. Est-ce que vous voulez nous dire un mot? Alors, si je peux juste compléter un petit peu ce qu'a dit Richard juste avant et répondre dans la foulée à votre question, si vous permettez. Par rapport à la concurrence des plateformes et en particulier de Netflix, même s'il n'y a pas que Netflix, je voudrais dire 3-4 mots, enfin 3-4 points. Le premier, c'est que par rapport aux fortes concurrences qu'on a pu connaître par le passé, il y a une différence, c'est la puissance mondiale de ces plateformes. C'est-à-dire qu'on a dû affronter la concurrence de Canal+, de la multiplication des chaînes, mais on était dans des logiques soit nationales, soit européennes. Là, on est face à une logique et à une puissance considérable mondiale. Et ce changement d'échelle fait que on ne peut pas s'y préparer et on ne peut pas y répondre, à mon sens, de la même manière comme par le passé. Après, il faut reconnaître à ces plateformes une forme de génie du marketing. Et je pense en particulier au fait que les tarifs qui sont proposés, ce n'est pas moi qui vais faire la publicité pour Netflix, mais il faut reconnaître ces éléments-là qui vont dans le sens de leur puissance. Il y a une accessibilité à tous les films avec un tarif très bas pour toute la famille qui peut être partagé par plusieurs familles. On est obligé de reconnaître que le fonctionnement de ces plateformes est très optimum par rapport aux attentes des consommateurs dont parlait tout à l'heure Richard. Le troisième point, c'est que ces plateformes s'appuient avant tout sur des séries et non pas sur des films. Autrement dit, les plateformes ont cultivé l'aspect addictif du visionnement de séries. Le fait qu'on ne regarde pas un film et puis on s'arrête, mais qu'on regarde une série, 20, 30, 40 épisodes, et donc il y a une consommation incessante, j'ai envie de dire boulimique. Donc il y a un rapport aux images qui change, et donc il y a un type de narration, un type de dramatisation, un type de produit, j'ai envie de dire, qui se met en place et qui est en train de devenir une norme. Et ça, c'est un peu pour aller dans le sens de ce qu'a dit Richard tout à l'heure sur la question de la diversité. Et dernier point, et je réponds à votre question, c'est la question justement de comment les médias, comment les élus réagissent à cette histoire. En fait, Netflix, c'est une success story. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tellement impressionnant que finalement, ce succès économique, il n'est pas de tout le monde. Et donc, on oublie, devant cette success story, de se poser certaines questions, notamment sur l'opacité du fonctionnement de Netflix.
C'est-à-dire que vous connaissez aujourd'hui toutes les audiences des films qui passent à la télévision, des films qui passent en salle de cinéma. Sur Netflix, vous n'avez que les chiffres que Netflix veut bien vous donner sans pouvoir vérifier s'ils sont justes. Et on a le sentiment assez étonnant que ça ne dérange personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un journaliste qui s'interroge en disant « Mais alors, Roma s'est passé sur Netflix, combien il y a eu de spectateurs ?» On ne sait pas. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est dommage parce que justement, si on connaissait le nombre de spectateurs, on pourrait comparer avec l'exploitation d'un film en salle de cinéma qui, une fois qu'il est passé en salle de cinéma, passe en VOD et c'est tous les supports successifs. Alors, par rapport à cette promesse, à cette nouvelle promesse que fait Netflix, quelle est la promesse salle? Alors, la promesse salle, on en parlait tout à l'heure, c'est le grand écran, c'est l'exclusivité, c'est le confort, c'est aussi la diversité. Et c'est effectivement quelque chose dont les journalistes n'ont pas forcément conscience, c'est que c'est dans les salles de cinéma qu'il y a la plus grande diversité, même si on a le sentiment que c'est à la télévision parce qu'il y a plein de chaînes, etc., mais qui ont tendance à rediffuser souvent les mêmes films. Et je crois, par contre, que ces promesses salles, c'est-à-dire le grand écran, le confort, la diversité, la sortie collective et l'exclusivité, c'est toujours valable, mais ça ne va pas forcément suffire dans le futur. Et je pense que c'est ça dont il faut qu'on prenne conscience. C'est-à-dire que je pense que l'ambiance d'un cinéma, par exemple, il y a beaucoup de lieux qui ont travaillé cette question, mais il y a encore beaucoup de cinémas qui n'ont pas forcément entamé une réflexion, je pense notamment au multiplex, sur l'atmosphère d'un lieu, sur l'identité d'un lieu, et je parle de l'architecture, de la décoration, du mobilier. Je pense que tout à l'heure, Richard parlait de restaurant, par exemple. Hein, le fait d'être servi à domicile, ce n'est pas la même chose que d'aller dans un restaurant. Eh bien, aller dans un restaurant qui a travaillé sa décoration, ce n'est pas la même chose que d'aller dans un restaurant où la décoration est la même que le restaurant qui est à 50 km et qui a exactement la même décoration. C'est-à-dire le fait de personnaliser, de donner une atmosphère, une identité, c'est quelque chose d'essentiel. L'autre point, vous l'avez évoqué, c'est l'événementialisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, du fait du fonctionnement, j'ai envie de dire, très quantitatif de l'exploitation, on va dire de la grande exploitation, c'est-à-dire la multiplication du nombre de salles et la multiplication du nombre de séances fait qu'il y a un nombre d'entrées par séance qui est relativement bas, malheureusement. Et je pense que cet aspect-là est contradictoire avec l'attente de plus en plus forte du public qui a envie, quand il va au cinéma, qu'il y ait beaucoup de monde dans la salle. Et ça, je crois qu'on a un questionnement à avoir au sein de la profession sur le modèle, c'est-à-dire, il me semble qu'on a, sous la pression souvent des distributeurs, hein, il y a une très forte pression des distributeurs à ce qu'un film soit le plus massivement exposé, avec beaucoup de copies et avec beaucoup de séances, sauf qu'en faisant cela, on diminue le nombre d'entrées par séance et on diminue la valeur collective de la séance. Et quand un spectateur va au cinéma le mercredi soir, le soir de la sortie, il aura du plaisir à cette sortie s'il y a 100 personnes dans la salle et il aura moins de plaisir s'il n'y en a que 10. Et on peut faire le parallèle, comme tout à l'heure, sur les restaurants. Vous avez du plaisir à rentrer dans un restaurant qui est bien rempli parce qu'il y a de l'ambiance et vous avez moins de plaisir quand vous êtes tout seul à une table. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à engager de ce côté-là. Ça peut vouloir dire de moins exposer les films, je parle en nombre de séances et pas en nombre de copies, mais de mieux les exposer. C'est-à-dire de mieux que la séance soit mieux accompagnée. Et tout ça, c'est du travail. Mais c'est un travail qui est de plus en plus indispensable. Et on l'a vu pendant les 4 mois qui ont séparé les 2 confinements. Toutes les séances accompagnées, on ne peut pas le faire sur tous les films, ça serait trop de travail, mais toutes les séances accompagnées avec un réalisateur, avec un débat, avec un goûter pour les enfants, sont celles qui ont marché le mieux, c'est évident, mais dans des proportions nettement plus importantes. Donc on voit bien à quel point, dans une situation comme celle que nous vivons, il est important d'avoir des convictions, mais aussi de faire preuve d'un surcroît de lucidité dans les rapports stratégiques, dans les rapports de force.
on a tort de surestimer le pouvoir d'un concurrent, mais on a encore plus tort de le sous-estimer. Et je pense que c'est important, par exemple, d'évoquer ce génie du marketing et des relations publiques, de la puissance de frappe d'un certain nombre de plateformes, aussi leur fragilité et leurs limites, notamment la confrontation à une telle profusion que le choix peut s'avérer particulièrement difficile, mais aussi de revenir du côté des salles, c'est-à-dire l'amour des salles et de la projection cinématographique ne doit pas faire oublier, disons, la question de l'exigence sans doute accrue des spectateurs et le fait que certes, ils ont et auront envie de sortir, mais il faudra leur donner de plus en plus des arguments pour cela et autour des thèmes qui ont été abordés. Alors ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue de Richard sur ce que François vient de souligner, puis sur d'autres aspects, mais en particulier cette question de la qualité de l'offre cinématographique qui a considérablement progressé au cours de ces 20 dernières années, d'ailleurs se traduisant par une augmentation du nombre d'écrans en France, ce qui est tout à fait remarquable, et ce n'est pas nécessairement vrai dans d'autres pays, mais où finalement la satisfaction qu'on peut éprouver vis-à-vis de tout ce qui a été réalisé ne doit probablement pas nous faire perdre de vue tout ce qu'il y a encore à faire. Alors Richard, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, bien sûr, je suis complètement d'accord. J'appuie à 200% ce que vient de dire François. D'abord, il faut, et tu l'as dit Laurent, d'abord, il ne faut pas sous-estimer la concurrence, et c'est une nouvelle forme de concurrence, elle est mondiale. Et ça, pour le coup, c'est la première fois que nous sommes confrontés à une concurrence mondiale. Hein. Jusqu'à présent, la concurrence des chaînes de télévision, elle était franco-française, elle n'était même pas européenne. Hein, je veux dire, donc on est vraiment là face à une concurrence mondiale. Donc, à des gens qui ont qui ont en abonnés plus que la population française. Hein. Donc, forcément, qui ont des moyens qui sont absolument colossaux. Donc, on est le petit poussé face à eux, mais encore une fois, et tu viens parfaitement de le dire, Laurent, il ne faut pas sous-estimer nos forces, et ce n'est pas parce qu'on part perdant il ne faut surtout pas partir perdant, il faut surtout croire à notre modèle. Et là, on y croit, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'on a raison d'y croire, puisque actuellement, sur la problématique de la transposition de la loi SMA en France, donc loi européenne en France, dont nous serons les premiers que nous serons les premiers à adopter, et qui organise la participation des plateformes au modèle de préfinancement des films, et c'est pour ça, donc il va amener des moyens, et nous, ce que nous voulons, c'est que ce soit des moyens supplémentaires. Pour la première fois, d'abord, les plateformes acceptent de discuter, et pour la première fois, Netflix, pour ne pas trahir des conversations qui sont un peu confidentielles, mais quand même, pour la première fois, Netflix accepte de discuter avec la profession, avec les historiques, hein, les diffuseurs que sont les salles de cinéma, les diffuseurs que sont les chaînes de télévision payantes ou gratuites en France, les producteurs, ceux qui font des contenus, ils acceptent d'y discuter et ils acceptent de reconnaître qu'en France, il y a une chronologie des médias et que donc il va falloir, s'ils rentrent dans ce système, il va falloir qu'ils acceptent de partager et que d'une certaine façon, les films devront avoir une exposition en salle parce que la particularité du modèle français, c'est qu'un film en France, c'est une œuvre qui commence sa carrière dans une salle de cinéma. Donc, et ça, tout le monde est d'accord avec ça et je peux vous dire qu'il y a une unanimité absolue de la profession. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les producteurs, les distributeurs, les exploitants, les talents. Un film en France, c'est très clair et c'est même le Festival de Cannes l'a reconnu. On y a beaucoup reproché de ne pas passer des œuvres Netflix en sélection officielle, mais pour l'instant, on tient. En France, un film, c'est une œuvre qui sort en salle. Alors, pour répondre à ta question, Laurent, sur la qualité, je crois que la qualité, elle vient de deux choses. D'abord, de donner aux talents des moyens.
La première chose de la qualité, c'est qu'il faut, François le disait tout à l'heure en disant, effectivement, dans les années 70-80, on a privilégié l'œuvre et on pensait qu'effectivement, une œuvre, sa qualité compensait le fait qu'on pouvait la voir dans des conditions catastrophiques dans les salles de cinéma. Non, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se dire que pour produire des œuvres, eh bien, il faut que les producteurs aient des moyens. Il faut que les auteurs et les moyens d'écrire, et le temps d'écrire, et le temps de faire des versions, et le temps de tester. Donc, tout ça, ça passe par le modèle français de préfinancement. Donc, effectivement, il est important que ces mastodontes qui ont des puissances financières énormes rentrent dans notre système au lieu de le parasiter, parce que pour l'instant, il faut bien dire que ces diffuseurs sont des parasites. Hein, ils utilisent le système sans y contribuer. Donc, ils utilisent le prestige du système. Ils vont récolter des statuettes prestigieuses à Hollywood. Ils parasitent le système sans y contribuer. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont décidé d'y rentrer, de participer et donc d'amener des moyens. Donc, l'important, c'est comment ces moyens supplémentaires vont permettre de produire des œuvres de la diversité, et pour moi, c'est le nœud essentiel de cette discussion. Encore une fois, si elles arrivent et qu'elles produisent uniquement le haut du panier, les films les plus évidents, les films qui seront, quoi qu'il arrive, des succès de box-office, ça ne sert à rien. Donc, bien sûr, il faut qu'elles aient la possibilité d'en produire aussi, mais il faut qu'elles aient la possibilité, ou surtout l'obligation, parce que je pense que ça viendra par la loi, de faire une forme de diversité. Et puis, le deuxième risque sur lequel on doit travailler, c'est que ça ne soit pas un transfert. C'est-à-dire que si ce qu'amènent ces nouveaux entrants, c'est en fait de l'argent que les anciens historiques ne donnent plus, au final, on sera toujours la même chose. Donc, l'important dans la négociation qui se joue actuellement, c'est de donner plus de moyens à la production, de faire des films mieux financés, donc mieux produits, donc des films de qualité, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être dans l'opulence pour faire des films de qualité, mais on voit bien que la tendance actuelle sur les films, c'est des financements de plus en plus durs à aller chercher, et donc attention, il est important de bien produire les films, de ne pas les surproduire, ça ne sert à rien, mais de laisser les moyens à la production, de faire un cinéma français bien écrit, bien pensé, de qualité, en direction du public. C'est-à-dire que la salle de cinéma soit le lieu de l'éclosion de cette œuvre, et puis que derrière cette œuvre ait une carrière comme on l'a réussi dans cette chronologie des médias. Et puis les plateformes, par ailleurs, elles pourront continuer à produire de façon très intelligente et comme elles savent le faire, des contenus qu'elles produisent en exclusivité pour elles, des contenus audiovisuels, des séries, et elles sont capables de faire de très très belles séries, de très très bons unitaires même, mais qu'elles ne destinent pas à la salle de cinéma. Et bien sûr, ça restera toujours leur vocation. Donc, clairement, tout l'enjeu de ce que nous vivons actuellement sur l'intégration de ces plateformes à notre modèle doit aller vers un maintien de la diversité, un apport de contributions supplémentaires pour permettre à la jeune création d'avoir les moyens d'émerger et pour permettre aussi à des créateurs et à des auteurs plus confirmés de pouvoir faire des films qui, là aussi, iront chercher le public, séduiront le public dans les salles de cinéma. Comment ces modèles français que tu viens de décrire, Richard, pourraient être un peu mis à mal par ce qui se passe aux États-Unis actuellement, où on remarque que probablement un quart de salles pourraient ne pas ouvrir leurs portes à nouveau suite à la crise sanitaire? Et quel changement donc, dans les modèles hollywoodiens pourrait justement mettre à mal ces modèles français, puisque le modèle français dépend aussi de la performance de films américains sur les territoires. Tous les systèmes français sont construits aussi sur cette participation massive des films américains qui sont cotisants, mais qui ne profitent pas de l'aide publique. Exactement. Alors là, c'est la grande inquiétude que nous avons. Là, pour le coup, c'est une très, très grosse inquiétude que nous avons. D'abord, je vous le disais, les plateformes actuellement, elles acceptent de parler à la France parce qu'elles ont compris que c'était, mais leur modèle à l'étranger et aux États-Unis, on le voit bien, et le modèle des plateformes, mais aussi des grands studios, parce que
tu le disais tout à l'heure, François, il n'y a pas que Netflix. Hein. Vous avez Disney+, c'est dans le nom. Hein. Disney+, c'est Disney. HBO Max, c'est Warner. Que vous allez avoir une plateforme Universal, vous allez avoir une plateforme Paramount. Et qu'aujourd'hui, ces plateformes, en tous les cas sur le territoire américain, elles regardent ce qui se passe. Et aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas de la France pour l'instant, aux États-Unis, on entend des chiffres assez alarmistes sur le fait qu'un quart des salles de cinéma, tu l'as dit, Kira, ne pourraient pas réouvrir. Et donc, il est clair que si la fréquentation s'effondre aux États-Unis sur son marché domestique, les grandes majors pourraient avoir la tentation de financer directement, en mettant directement sur les plateformes leurs œuvres, en ne passant pas par la case salle de cinéma. Et si elles le font à Hollywood et aux États-Unis, elles auront la tentation de le faire aussi en France. On l'a vu, il ne s'agit pas de stigmatiser Disney, hein, c'est pas du tout. Disney est important pour les salles en France et Disney aime encore le cinéma en France. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Néanmoins, Disney, pour maintenir son cours de bourse, a quand même pris la décision d'aller directement sur des plateformes, c'est-à-dire au lieu de mettre ses films en stock et d'attendre pour les sortir en salle de cinéma, de les sortir. Alors, on a parlé de Mulan, on a surtout parler de Soul. Soul, c'est un film, n'oublions pas que le film est un film qui a été sélectionné en compétition, enfin en sélection officielle au Festival de Cannes, et que ce film n'est pas sorti en salle de cinéma. Bon, c'est vrai que la période étant tellement différente, que c'est compliqué. Là où le risque existe, alors d'abord, c'est sur le fait que c'était un film, Soul, c'est un grand film, hein, et Soul, c'était vraiment un film de cinéma. Ça se voyait vraiment au cinéma. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de le découvrir au cinéma, mais ça se voyait au cinéma. Le risque aussi, c'est que la salle de cinéma, il amène quand même une valeur ajoutée qui est indéniable. C'est-à-dire que la sortie en salle, outre être le Graal absolu pour le réalisateur, parce que tous les réalisateurs ont quand même l'envie de voir leur film sur grand écran. Hormis ça, elle donne une certaine notoriété au film. Aujourd'hui, Soul, où on parlait de Roma tout à l'heure, allez les trouver sur Netflix ou sur Disney+, je peux vous dire qu'il va falloir que vous ramiez un peu pour essayer de le trouver. Parce que, bien sûr, c'est descendu dans les profondeurs de la plateforme et la plateforme vous met toujours ce qui est le plus regardé actuellement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on vous propose que les autres regardent le plus. On n'est pas dans votre choix. On vous propose quelque chose que vous devez regarder. Vous devez absolument le regarder parce que tout le monde le regarde. Voilà. Alors que, donc, on n'est pas du tout dans une éditorialisation. Il ne faut pas croire que cet algorithme magique dont on nous pense les choses, derrière une salle de cinéma, il n'y a pas un algorithme. Il y a un homme ou une femme qu'on appelle programmateur ou programmatrice, et qui est quelqu'un qui fait des choix, qui éditorialise. Et François est bien placé pour le faire, pour en parler, puisque c'est aussi la spécificité des salles, plus la spécificité des salles RSC, c'est justement d'aller chercher les spectateurs et de les prendre par la main, un par un, de leur dire, voilà, celui-là, vous n'auriez peut-être pas été le voir, mais moi, je vous conseille d'aller le voir, parce que je fais mon travail d'exploitant, et moi, je peux vous dire, je le fais très souvent quand je suis dans mon hall à Elbeuf, où je vois un spectateur ou une spectatrice habituée, je lui dis, vous n'avez pas vu celui-là, hein? Allez, oui, mais j'ai rien lu, allez-y. Si ça ne vous plaît pas, vous venez me voir à la fin, je vous rembourserai. Eh ben, je peux vous assurer que assez peu, je crois même que d'ailleurs personne ne m'a jamais demandé de rembourser un billet, parce qu'au final, on fait ce travail-là. Ce que ne fait pas ces plateformes. Alors, le risque, comme tu le disais, Kira, c'est ce changement de modèle, et que malheureusement, les grandes majors américaines amènent de moins en moins de films. Le cinéma américain en France, c'est à la moitié de la fréquentation, hein. Donc ça veut dire que ça permet de faire tourner les salles, clairement, ça met du beurre dans les épinards, ça permet de faire tourner les salles, et puis ça permet de financer notre système unique, puisque effectivement ces films-là payent la taxe, mais n'en profitent pas. Donc cette partie de taxe revient au cinéma français, hein. C'est la fameuse exception culturelle. On peut considérer que c'est une barrière douanière, hein. Oui, mais on l'assume, c'est ça l'exception culturelle française. Les films français doivent payer une taxe et ils n'en profitent pas. Les films américains, ils payent une taxe, ils n'en profitent pas, et ils font tourner le système français. C'est très bien comme ça date depuis 1945 et ça fonctionne très très bien. Donc la peur que nous avons actuellement, c'est très clairement que les plateformes, en particulier celles liées aux studios, quittent le modèle physique de la salle pour être dans un modèle numérique, en particulier pour leurs films les plus fragiles, ce qui serait pour nous vraiment un vrai problème.
Alors peut-être François voulait prendre la parole il y a un instant, peut-être il y a plusieurs sujets sur lesquels tu avais envie de réagir. Oui, alors il y avait vraiment beaucoup de choses là, hein, peut-être réagir à chaud, sur ce que vient de dire, Richard. C'est-à-dire que, cette crainte, on l'a effectivement du transfert de films très porteurs, de la salle vers les plateformes et c'est vrai que c'est un peu scénario catastrophe, quoi. C'est-à-dire que, si jamais ça arrive, c'est pour la France, c'est terrible, mais pour quasiment tous les autres pays du monde, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on enlève les films américains, il reste 50% ou un peu plus en France, et malgré tout, il peut y avoir une offre qui demeure et une fréquentation. Si on se tourne vers d'autres pays, vers la quasi-totalité des pays européens, par exemple, c'est pas 50%, c'est plutôt 70, 80, 85%. Donc il y a bien la question d'un système qui est menacé. Et je crois que par rapport à ça, on est obligé de se poser la question de notre modèle économique et déjà de réfléchir, même si on est sur des réflexions, j'ai envie de dire, qui aboutiront peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ou même peut-être plus. Mais la question du modèle économique, si demain les films américains baissent de manière drastique, elle va se poser, forcément. Et donc, pour moi, il y a deux ou trois alternatives assez simples, hein, sur lesquelles il faut creuser. Soit on arrive à trouver des recettes annexes, des recettes privées annexes, d'autres activités complémentaires. Et des recettes annexes, ça existe déjà, hein, c'est-à-dire la confiserie, par exemple, est une recette annexe. Il peut y avoir d'autres recettes annexes sur d'autres propositions que peuvent faire les salles de cinéma. Il peut y avoir une diminution des coûts, des charges pour les salles de cinéma. Aujourd'hui, un cinéma fonctionne à 5 séances par jour, 7 jours sur 7. Est-ce que c'est indispensable le jeudi à 14h dans une ville moyenne de 20 000 habitants? Je donne un exemple comme ça, hein. Je crois qu'à un moment donné, c'est des questions qu'on peut se poser. Et une autre question qui arrivera, je pense, à un moment ou un autre, puisqu'elle est déjà présente en fait, c'est la question de l'aide publique. Aujourd'hui, l'exploitation est prête à repartir dans quelques semaines parce que les pouvoirs publics ont assuré le chômage partiel pendant des longues périodes. C'est-à-dire que, comme pour le tourisme, comme pour les restaurants, les pouvoirs publics ont considéré que c'était un secteur qui nécessitait une aide. Et je crois que le maillage territorial, le fait que la salle de cinéma reste un lieu ouvert 7 jours sur 7, le soir, etc., que c'est le lieu à la fois de rencontres, de débats dans une ville, c'est politiquement quelque chose de central. Et je pense qu'on peut défendre ce point de vue pour qu'à l'avenir, le cinéma soit plus aidé à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Je voudrais juste, par rapport à ça, parce qu'on peut se dire évidemment qu'on sort d'une période de pandémie, enfin on va en sortir, et que l'argent public aura été dépensé de manière considérable, et donc que ça ne sera évidemment pas le moment d'aller demander soit au CNC, soit au ministère de la Culture, soit aux communes, d'aider à nouveau les salles. Je voudrais simplement faire remarquer une chose. Le chiffre d'affaires des salles de cinéma, c'est un peu plus d'1 milliard. 1,2 milliard ou 1,3 milliard d'euros. Les aides apportées par les communes et par le CNC, on peut l'estimer à peu près à 60 millions d'euros. Je ne parle pas du fonds de soutien qui correspond plutôt à des aides à l'investissement, mais je parle du fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cumul des aides apportées, des aides publiques apportées aux salles est de l'ordre de 5 à 10% grand maximum du fonctionnement des salles de cinéma, et que ces salles de cinéma, à 90 ou à 95% aujourd'hui, s'autofinancent sur leurs propres recettes. C'est une moyenne que je donne, évidemment. Donc, il y a des cinémas qui sont plutôt aidés à 30% ou à 20% ou à 15%, et d'autres qui n'ont quasiment aucun financement public. Mais cette moyenne, elle nous dit quelque chose. Elle nous dit que par rapport à d'autres secteurs culturels, la salle de cinéma, qui est le lieu le plus fréquenté de France,
le plus apprécié du public, eh bien, peut être aidé au lieu de 5%, peut-être 10, peut-être 15, peut-être 20% demain, sans que ça coûte des fortunes à l'échelle d'un budget du ministère de la Culture. Mais une hausse significative peut peut-être demain permettre de sauver 200, 300, 400 cinémas. Alors, je dis ça, je n'ai pas ma boule de cristal qui me permet de… Mais c'est quelque chose qui, je pense qu'il faut déjà envisager. Parce que on parlait des 219 millions d'entrées de 2019. S'il y a ne serait-ce que la moitié des films américains, enfin, en tout cas du marché américain qui diminue, c'est 50 millions d'entrées qui disparaissent du jour au lendemain. Si en plus il y a la concurrence des plateformes qui s'exacerbe et puis une méfiance liée aux séquelles de la pandémie, etc., on peut avoir un marché qui baisse de manière drastique. Et ça, même si les exploitants sont très imaginatifs, même si, il faudra qu'il y ait une aide, sans doute, je pense aujourd'hui, une aide qui vient compléter sur des critères qualitatifs, incitatifs, les salles à tourner. Alors, je voudrais ajouter une chose par rapport à ce qu'a dit Richard sur les plateformes. Je change un peu de sujet, mais c'est important de le placer là. On a parlé de la diversité, on a parlé du modèle donc, de Netflix et la différence évidemment entre les algorithmes et l'éditorialisation. Donc, c'est évidemment capital. Hein. C'est ce qui permet à certains films d'émerger. Et je voudrais en plus souligner une question qui je pense, interpellera les étudiants. C'est une question toute simple. Est-ce que vous pensez que Netflix va produire un film iranien sur la peine de mort, qui est l'Ours d'or à Berlin? Est-ce que Netflix va produire ce genre de film? Est-ce que Netflix va produire un film sur les Ouïghours en Chine? Et je pourrais continuer la liste comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de films de cinéma qui osent s'attaquer à des questions de société, à des questions politiques, sur lesquelles Netflix n'ira jamais. Parce qu'ils ne vont pas tout d'un coup se confronter à la censure de la Chine, à la censure de l'Inde, à la censure de la Russie, à la censure de l'Iran, à la censure de la Turquie, ce qui nous rappelle qu'il y a énormément de pays dans le monde où la liberté d'expression n'existe pas, tout simplement, et que de ce fait-là, il y a tout un nombre de films qui ne pourront pas être produits par des sociétés qui sont mondiales et qui ne peuvent pas se priver de marchés aussi considérables que ceux de la Chine ou de la Russie. C'est une dimension politique et citoyenne qui est évidemment capitale. Et personnellement, je suis assez surpris que cet aspect-là des choses soit si peu repéré et souligné par la presse. C'est parce que c'est une question essentielle, en fait. Enfin, si on revient en arrière, on parle des palmes d'or des années antérieures. Souvent, les palmes d'or sont des films qui ont marqué l'histoire et la politique. On repasse la parole à Richard pour que tu nous dises sur des questions, voilà, si tu souhaites développer, reprendre certains thèmes. Non, sur ce thème-là, non, je suis complètement d'accord avec François. Hein, on l'a dit, le problème, le risque principal, et il a totalement raison de signaler ça, on n'en entend jamais parler, on n'en parle jamais. On ne parle jamais de ça, mais le risque principal, c'est l'appauvrissement de la création. Bien sûr, ces plateformes sont mondiales. La décision, alors ils ont des bureaux en France hein, et en Europe, mais la décision sera prise au niveau mondial. Elles vont produire des contenus qu'elles veulent mondialiser et que, bien sûr, le risque de l'appauvrissement est assez important. Alors, il y a aussi quelque chose, alors c'est anecdotique et je ne veux vraiment pas en faire des tonnes là-dessus, mais il y a quelque chose qu'on ne dit jamais non plus. Alors, on n'est pas là pour faire un cocorico général, mais globalement,
ces plateformes, il n'y en a pas une de française. Hein. Enfin bon, il y a un peu Salto là qui commence à émerger, mais sinon, ce ne sont que des plateformes américaines et on attend avec impatience, enfin je dis ça en rigolant bien sûr, l'arrivée des plateformes chinoises. Mais ce ne sont que des opérateurs principalement anglo-saxons et américains. Les salles de cinéma en France, elles sont 100% contrôlées par des opérateurs qui sont des opérateurs européens et à 90% contrôlés par des opérateurs français. Les cinémas Gaumont-Pathé, ce sont des opérateurs français. UGC, c'est un opérateur 100% français. MK2, c'est un opérateur 100% français. Les indépendants, ils sont complètement 100% français. En fait, il y a un Européen, c'est Kinépolis. TGR est complètement français. Et puis, les salles, on l'oublie aussi de le dire, mais il y a plus de 1000 établissements qui, d'une façon ou d'une autre, sont adossés aux collectivités territoriales françaises, que ce soit les villes, les intercommunalités, soit par des systèmes dits de délégation de services publics, où ce sont soit des indépendants, soit des associations, soit des salles totalement municipalisées ou à une gestion totalement publique, mais là aussi, on est sur quelque chose de complètement français. Alors, oui, alors, on peut faire, il ne s'agit pas de faire du chauvinisme et de se dire, oh là là, on veut se retourner, se replier sur nous-mêmes. Mais quand même, c'est un argument que l'on n'entend jamais. On donne les clés de la production, on donne les clés de la diversité, à des gens dont on ne sait pas très bien où ils sont actuellement. Votre salle de cinéma, celle qui est proche de chez vous, à qui vous faites confiance, eh bien, vous pouvez aller voir le directeur en lui disant « je ne suis pas content parce que vous n'avez pas passé ce film-là » ou « je ne suis pas content parce que vous avez passé ce film-là ». On a les deux possibilités, mais au moins, vous pouvez avoir un dialogue avec lui. Et là où peut-être on peut peut-être orienter le débat, parce qu'on a commencé à l'évoquer tout à l'heure avec François, mais c'est aussi important, l'avenir, puisque c'est votre sujet, ce qui a été très clair aujourd'hui, c'est que les salles de cinéma ont su, pendant ces plus de 200 jours de fermeture, maintenir un lien avec leurs spectateurs. Et on l'a vu, alors on l'a assez peu dit, mais pendant la période entre les deux confinements, on vous l'a dit, 27 millions de spectateurs, 26,5 millions de spectateurs, une surperformance du cinéma français, donc c'est une très bonne chose, avec des succès d'estime très importants, et sur du cinéma de qualité à réessai, mais aussi, on ne l'a pas suffisamment dit, une surperformance des salles à réessai, des salles indépendantes par rapport au grand circuit. Alors, cette surperformance, on peut l'expliquer, bien sûr, sur le fait que, on va dire que les salles, les très grands multiplex ont une clientèle qui est une clientèle qui va plutôt sur du cinéma grand public et du cinéma américain. Et donc, forcément, en absence de cinéma américain, ça peut expliquer cette forme de choses. Donc, les films ont eu un rôle majeur dans cette surperformance des cinémas de proximité vis-à-vis des grands établissements. Mais il y a aussi quelque chose qui, moi, je crois, a joué, c'est le fait que ces grands établissements travaillent sur un spectre de public beaucoup plus large et donc travaillent avec ce qu'on appelle des spectateurs occasionnels qui représentent une part beaucoup plus importante de leur fréquentation que les cinémas de proximité qui travaillent plus sur un public dit fidélisé, un public dit d'habitué. Et moi, je crois que le salut des salles de cinéma va passer aussi par continuer à tisser ce lien exceptionnel entre le spectateur et sa salle. Et là où on a vu qu'effectivement, les salles de proximité ont réussi cet exploit de garder le lien avec leurs spectateurs, c'est qu'aujourd'hui, il s'inscrit une vraie histoire d'amour entre ce cinéma de proximité à laquelle on vient en confiance, on connaît les gens qui sont là pour vous accueillir, on fait confiance aux programmateurs dans nos cinémas de proximité. Moi, j'ai des spectateurs qui viennent à une séance en particulier, le lundi après-midi, par exemple, à 14h, quel que soit le film. Et d'ailleurs,
ces spectateurs-là ne regardent pas, ne savent pas forcément le film qu'ils vont aller voir, mais parce qu'on propose une sélection particulière le lundi à 14 heures. Ils viennent et ils savent qu'ils vont trouver quelque chose parce qu'on va leur faire une proposition. Donc, il est clair aujourd'hui que le salut des salles de cinéma va passer principalement, organiquement, par continuer à tisser ce lien entre la salle et le spectateur. Bien sûr, l'œuvre est capitale, hein, je ne nie pas la puissance de l'œuvre dans ce lien, mais de tisser ce lien de dialogue, de concertation, d'explication entre le spectateur et la salle. Et là, c'est pour ça que moi, je suis très optimiste sur l'avenir, parce que les indépendants ont vraiment, là aussi, des atouts dans leur jeu, parce que ce sont les cinémas de la proximité, et que, nous le savons, les premiers spectateurs qui vont revenir au cinéma, ce sont les habitués, ce sont les gens qui habituellement viennent régulièrement au cinéma, et que l'enjeu pour retrouver nos 200 millions de spectateurs, voire plus, va être de reconvaincre les occasionnels de revenir. Et cela, on va avoir beaucoup de travail à faire parce que le cinéma, c'est un loisir addictif. Plus on y va, plus on a envie d'y aller. C'est une véritable drogue. Et c'est vrai, hein, plus vous y allez, plus vous avez envie d'y aller, parce que ce qu'on vous propose, c'est une expérience que nulle part ailleurs. Et donc, les occasionnels qui, là, eux, ont vraiment perdu l'habitude d'aller au cinéma et qui sont moins militants de la salle de cinéma, ce que ne sont pas les habitués, ceux-là, on va avoir un énorme travail à faire pour aller les rechercher, les prendre dans la main. Et voilà, une fois que vous les avez pris par la main, que vous les avez assis dans la salle, c'est gagné, ils reviendront. Mais c'est ça, ce gros travail-là. Et c'est pour ça. Et je crois que on va tous le faire, mais que, on va dire, les indépendants, les cinémas de proximité sont un petit peu mieux armés pour faire ce travail-là. Très bien, merci Richard. Je pense qu'à ce stade, il est important que nous allions vers la conclusion de notre débat. On a bien vu que les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont de très grande ampleur, concernent la filière cinématographique, mais au-delà le secteur audiovisuel et au-delà les industries de la communication. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que c'est une véritable guerre de titans et que dans un tel contexte se joue la question des négociations sur une échelle nationale et internationale pour garantir les conditions de l'indépendance dans ses différentes formes et nous amène à revisiter la question de l'exception culturelle. À partir de là, il a été rappelé que l'exploitation cinématographique française, au cours de ces dernières décennies, a beaucoup investi à la fois dans les lieux, dans la qualité, dans cette manière d'établir le lien avec le public, et les succès en termes de fréquentation jusqu'en 2019 l'ont montré. Mais la crise que nous vivons est un révélateur, un accélérateur de tendance et finalement nous lance de nouveaux défis. Je pense qu'ont été pointés un certain nombre d'entre eux et pour la conclusion, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse peut-être mettre en évidence et que vous puissiez nous dire sur l'ensemble des actions ou des innovations ou des orientations, qu'est-ce qui serait prioritaire? C'est-à-dire sur le comment faire. Nous ne savons pas à ce jour, et c'est une grande tristesse, mais nous continuons à espérer que bientôt, nous aurons un horizon pour la réouverture des salles. Nous l'espérons dans les meilleures conditions possibles. Et donc, à la fois pour les semaines et les mois qui viennent, mais dans la plus longue durée, parce que vos réflexions à tous deux ont insisté sur l'importance d'investir dans la durée. Quels seraient ces quelques axes d'innovation qui vous sembleraient très importants de travailler? Il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir apporter des réponses dans les semaines qui viennent, où vous appuyez sur des exemples de vos adhérents, des salles de cinéma que vous connaissez bien, et puis d'autres actions qui pourraient s'inscrire dans le moyen et le long terme pour finalement donner à l'exploitation cinématographique les moyens d'assurer sa pérennité, son succès et son épanouissement.
Alors là, c'est à François qui a la parole. D'accord. Comme tu veux, Richard, hein, j'ai pas de. Euh, alors, moi, je voudrais, par rapport à ça, je crois il y a une bataille avec les plateformes qui est une bataille économique, mais il y a aussi une bataille qui relève de la communication Mmh. euh, et une bataille d'image en quelque sorte. Et, euh, Ouais. et la pandémie a donné un avantage à Netflix et aux autres plateformes, tout simplement parce qu'ils sont accessibles et nous, on ne l'est pas. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure. Je vais essayer d'être synthétique, hein, Laurent. Hein. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Richard tout à l'heure. Il a dit que Netflix était comme un parasite par rapport au système actuel du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, pendant un siècle, a formé une forme de mythologie avec des rituels, avec des légendes, avec le star system, avec des festivals, avec des récompenses qui font que il y a une forme de fascination pour le cinéma. Voilà, les gens disent souvent le cinéma c'est magique, etc. Quand vous dites que vous êtes allé au festival de Cannes et que vous revenez dans votre cinéma, les gens vous disent mais ils vous parlent comme si vous étiez allé au paradis, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vision complètement idéalisée de ce qu'est le cinéma. Et aujourd'hui, finalement, des plateformes comme Netflix profitent de ce mythe en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en récoltant des Oscars, en allant dans les grands festivals, en débauchant, parce que j'appelle ça comme ça volontairement, en débauchant des grands cinéastes ou des grands acteurs, dont la notoriété et l'image a été construite au cinéma, mais qui finalement basculent sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de valeur qui est en train de se faire sous nos yeux et qui fait que Netflix est en train, pas forcément de manière définitive, mais en train de gagner une bataille d'image. Et c'est assez flagrant quand on regarde la presse aujourd'hui. C'est-à-dire que malheureusement, on ne parle pas des films qui sortent dans les salles puisqu'il n'y en a pas. Donc, les pages cinéma sont devenues des pages plateformes. Et la question, c'est quand on va réouvrir, est-ce qu'on va retrouver nos pages à nous, en quelque sorte? C'est-à-dire que quand on disait cinéma, on pensait forcément salle de cinéma. Et la crainte que j'ai, une des craintes que j'ai, c'est que demain, on pense, OK, il y a des films qui sortent en salle, mais il y a aussi des films qui sont en VOD, il y a aussi des films qui sont, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre une forme d'exclusivité. Et pour répondre à ta question, je crois que la priorité, c'est de préserver notre modèle réglementaire tout sur ses principes, tout en le faisant évoluer, en faisant évoluer notre modèle économique, parce que ça, je pense que ça sera indispensable. Mais il faut suffisamment préserver notre modèle économique, puis pour qu'on puisse présenter une programmation qui est une programmation de qualité, qui soit très attrayante. C'est-à-dire qu'on pourra faire tout le meilleur travail du monde si, en amont, on n'a pas pris les précautions de faire en sorte qu'il y ait toujours des films en exclusivité dans les salles et des films de grands réalisateurs, des films qui peuvent avoir comment dire, une notoriété internationale, mondiale. À ce moment-là, là, ça serait catastrophique. Il faut donc préserver ces films, développer un travail très qualitatif, comme a dit Richard, où on tisse un lien pendant plusieurs années, de manière incessante, permanente, de relations de proximité, de complicité avec les spectateurs, et ça passe par de nombreuses animations. Et là, je voudrais aller dans le même sens de ce que j'ai dit en début de rencontre, c'est que sur les animations, c'est comme pour les fauteuils, l'exigence du public a changé. C'est-à-dire que il y a 20 ans ou il y a 30 ans, les gens pouvaient assister à un débat d'après de séance avec un micro qui ne marchait pas, avec des questions un peu hésitantes, etc. Ça, c'est fini. Si demain, il y a une animation dans une salle de cinéma, il faut que ça marche comme sur des roulettes, il faut que le débat ait été préparé, il faut que les questions s'affusent, il faut que ça soit vivant, que ça soit intéressant. Et je crois que c'est à nous d'intégrer cette exigence dans tout ce qu'on fait, et pas seulement dans la programmation, pas seulement dans le confort, mais aussi dans ce qui accompagne la salle de cinéma. Et le dernier point, c'est la question de l'éducation au cinéma. C'est-à-dire que je crois que tout le monde a compris, et notamment les étudiants qui nous écoutent,
quand on parle plateforme avec des films intéressants, etc., on est, quoi qu'il arrive, malgré tout, dans un registre de consommation. La salle de cinéma défend un registre de sortie culturelle, de sortie artistique. Et pour maintenir cette dimension-là, cette dimension culturelle, il faut travailler l'éducation au cinéma. Et là, autant j'applaudis le gouvernement actuel sur le soutien aux salles du point de vue du chômage partiel, par exemple, autant on est déçu par le fait que le Premier ministre avait annoncé à la fin du mois d'août 2020 que l'une des priorités, ce serait l'éducation au cinéma. Et dans les faits, on ne voit pas grand-chose venir. Voilà, il y a quelques projets qui arrivent, hein, quelques projets. Mais si on veut que le public de demain continue à regarder autre chose que des films américains, parce que c'est ce qui nous attend, il faut lui donner le goût de regarder d'autres formes de cinéma. Du cinéma français, du cinéma européen, du cinéma latino-américain, chinois ou je ne sais pas quoi. Mais ça, ce goût-là, il se travaille, il se stimule, et c'est un des enjeux de demain. Merci beaucoup François pour cette conclusion, cette contribution à notre conclusion commune. Maintenant, la parole va revenir à Richard, considérant que c'est Kira qui conclura notre table ronde. C'est elle qui aura le dernier mot. Donc, la parole tout de suite à Richard. Alors d'abord, je dois dire que c'est tout à fait normal que ce soit Kira qui ait le dernier mot. Ça semble une évidence. Alors, François a dit beaucoup de choses, bien sûr, que je partage complètement. La première chose qui paraît une évidence, mais c'est important d'enfoncer des portes, c'est que la première des choses, c'est que pour que les salles de cinéma aient un avenir, il faut qu'on les réouvre. Et voilà, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. François l'a dit, on ne peut rien dire contre le gouvernement sur son aide économique aujourd'hui, même si, attention, cette aide économique n'est pas équivalente et c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on n'a pas aidé les plus petites salles, enfin les salles municipales ont eu moins d'aide que les autres, considérant qu'elles étaient appuyées à des collectivités territoriales, mais on peut aussi se poser la question si à un moment les collectivités territoriales ne devront pas faire des choix et de moins doter certaines salles, et que donc ça peut être un risque pour ces salles-là. Et puis n'oublions pas, parce que il faut quand même le rappeler, ces aides n'ont pas aussi été très importantes ou quasiment inexistantes pour les très grands réseaux, pour les très grosses entreprises, et pourtant, ce sont aussi, alors d'une certaine façon, aussi des indépendants. Ce sont des entreprises françaises, je vous le disais, et donc elles aussi ont été un peu menacées. Ils sont très menacés par la tempête qu'on traverse actuellement. Et moi, j'ai aussi des inquiétudes du côté de la grande exploitation. Et il faut le dire, c'est pas mal de le dire. On est un système, on est une profession. On fait tous le même métier. On ne fait pas dans les mêmes conditions économiques. On ne fait pas avec les mêmes moyens. Mais en tous les cas, il faut quand même être conscient qu'il y a aussi sur la grande exploitation aujourd'hui un risque important parce qu'elle a reçu beaucoup moins d'aide aujourd'hui. Néanmoins, soyons positifs, les salles de cinéma aujourd'hui en France ont la capacité à réouvrir et contrairement aux autres pays, 100% des salles vont réouvrir au moment où on pourra le faire. Donc, la première chose, c'est ouvrez les cinémas. Monsieur le Président de la République, prenez la décision d'ouvrir les cinémas. Vous avez eu un ministre de l'Éducation nationale qui a fait un pari fou, unique en Europe, qui est de dire, moi, je ne ferme pas les écoles. Je peux vous dire que nous aurions aimé avoir une ministre de la Culture qui fasse le même pari fou en disant « Moi, je ne ferme pas les salles de cinéma dans mon pays parce que la France, c'est le pays du cinéma, c'est le plus beau parc de cinéma du monde, c'est une invention française, c'est une invention qui a 125 ans. Je défends mon parc de salles. » Nous aurions aimé avoir une ministre qui, politiquement, porte le fait que les salles de cinéma auraient pu rester ouvertes. Si le gouvernement avait ouvert les salles de cinéma comme il en avait pris l'engagement le 15 décembre, aujourd'hui, les salles de cinéma seraient toujours ouvertes en France. Elles accueilleraient du public, elles auraient accueilli du public et on ne serait pas face à ce mur de films parce que là, nous avons un vrai problème qui va nous arriver, c'est que nous avons en face de nous un mur de films, plus de 400 films à sortir.
Malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, heureusement, on va les sortir. Donc, on a des films à passer. Donc, il y a pas au moment où on va réouvrir, il y aura des films. Néanmoins, il va falloir qu'on s'organise et que cette profession s'organise pour pouvoir organiser la sortie de ces films de façon à ce que ça ne soit quand même pas un abattoir pour certains d'entre eux et que la diversité puisse s'exprimer. Donc là, on a un vrai enjeu important sur la réouverture. Donc, clairement, positivons, mais pour être positif, il faut que les salles de cinéma soient ouvertes. Donc, il faut vraiment que le président de la République, puisque ne nous voilons pas derrière la face, c'est lui qui décide, que le président de la République prenne conscience de l'importance des salles de cinéma. Alors, pour être très positif aussi, c'est que cette expérience absolument folle, qui a été de fermer les salles de cinéma pendant toute cette période, a au moins montré l'unité de notre profession. Et je dirais que, oui, alors, je ne vais pas jouer les pauvres petits caliméros en se disant que nos collègues exploitants de salles, directeurs de salles de cinéma, ont toujours eu l'impression d'être les vilains petits canards, ceux qui touchaient à l'argent, les mal-aimés de ce système, les commerçants, etc. Alors qu'à côté de ça, nous avions un amont flamboyant qui, eux, étaient des artistes. Cette crise a au moins prouvé que quand les salles de cinéma sont arrêtées, l'ensemble du système s'arrête. Et que si on ne relance pas la machine, l'ensemble va s'écrouler. On n'a pas eu un soutien très très fort pendant les premiers mois de la communauté créatrice, tout simplement parce que là où le CNC a fait un boulot formidable, c'est qu'il a tout fait pour maintenir la production. Donc, on a continué de tourner en France. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que les films se sont un peu entassés, c'est que les tournages ont repris très, très, très vite. Malheureusement, on n'a pas pu réouvrir les salles de cinéma et que donc, d'une certaine façon, les producteurs, eux, travaillaient, les talents travaillaient, et puis nous, on était fermés. Mais là, que les films ne sortent plus, eh bien, là, on commence à dire le système se grippe. C'est-à-dire, on dit, mais attendez, il y a tellement de films en stock qu'on va arrêter d'en faire des nouveaux parce qu'on va pas pouvoir y arriver. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être conscient que la fermeture des salles françaises menace tout le système en France et que tout ça va s'écrouler. Que si on ne réagit pas très vite, tout ça va s'écrouler, alors que ce système était un système vertueux, puisqu'on a souvent dit que le cinéma était très consommateur d'argent public et d'aide. Je suis complètement, François, vous l'a démontré tout à l'heure. Mais cet argent, c'est l'argent du public principalement. Ce système, c'est l'argent du public, des spectateurs qui alimentent ça. Alors, il y a un peu d'argent public pour les salles qui sont les salles publiques, mais en fait, c'est très, très peu. La grande majorité des aides, ce sont des aides qui sont générées par l'argent du public et non pas par l'argent public. Et donc, ce système magnifique, il coûte très peu cher à l'État. Il coûte très peu cher au système. Et c'est là sa force. Et donc, il faut vraiment que le principal, c'est d'ouvrir les salles. Alors, après, François, et là, je suis à 1000% d'accord avec lui, il va y avoir la problématique de l'éducation à l'image. Là aussi, pourquoi aujourd'hui on a un public cinéphile? Pourquoi le niveau de qualité des films augmente? Pourquoi les producteurs font des films de plus en plus pointus, des films dans lesquels il y a de moins en moins de concessions au grand public et que ce sont des films qui rencontrent le public? Parce qu'on a le public le plus cinéphile du monde. Et pourquoi on a le public le plus cinéphile du monde? Parce qu'on a un public qui est formé depuis son enfance avec les dispositifs école, collège, lycée, université au cinéma, toutes ces universités populaires qui travaillent, toutes ces salles qui travaillent sur la formation du public. Et ne ratons pas la génération. On parle beaucoup des étudiants actuellement et des étudiantes qui sont en souffrance. Là aussi, les programmes d'éducation à l'image sont complètement arrêtés depuis 1 an et demi. Ils se sont complètement arrêtés. Il faut absolument qu'on reprenne l'éducation à l'image dans les écoles. Et l'éducation à l'image, ce n'est pas l'éducation à voir des films sur une tablette, c'est l'éducation à voir un film dans une salle de cinéma, parce que c'est une éducation pas au cinéma, mais au cinéma au pluriel. Et ça, il est capital qu'à la reprise, avec l'éducation nationale, avec tous les acteurs socio-éducatifs, on revienne
vraiment sur cette éducation à l'image de façon à former, qu'il n'y ait pas de trou dans cette formation, parce que les étudiants d'aujourd'hui, c'est le public des salles de cinéma de demain, et on sait très bien que si on ne va pas au cinéma jeune, on n'y va plus le reste de sa vie. Donc là, il y a vraiment il faut qu'on réinvente l'éducation à l'image, il faut qu'on soit ces exploitants, ces professionnels qui vont relancer massivement cette éducation à l'image et en faire une priorité. Voilà un peu, et puis après, continuer à maintenir la qualité des salles et puis la relation exceptionnelle avec le public, mais ça, on en a beaucoup parlé. Merci à vous deux, merci à Richard, merci à François pour ces contributions très riches. On sent que l'on pourrait poursuivre. Alors, il revient maintenant à Kira de prendre la parole pour une conclusion qui ne sera pas une conclusion définitive sur des débats d'une telle ampleur, mais une conclusion intermédiaire qui est celle de notre table ronde. Cher Kira, la parole est à vous. Je pense qu'on a assisté depuis 1 heure et demie maintenant à des débats passionnés et passionnants, que le public aura sans doute aussi quelques questions à poser. Moi, ce que je retiens, c'est à quel point la salle de cinéma est au cœur d'un écosystème de la diversité, à quel point cette réouverture est essentielle pour que cet écosystème puisse reprendre, que les exploitants, depuis le premier mois du confinement, n'ont pas cessé de réfléchir à l'après-Covid, aux stratégies à mettre en place, remis en question leur modèle, envisager peut-être d'autres stratégies, tirer des leçons de ce qui se passe, y compris en repensant des modèles, en voyant lequel d'entre eux pourrait peut-être constituer des solutions d'avenir, à questionner aussi probablement certaines pratiques qui sont devenues, à force de le répéter, des routines. Donc je suis aussi rassurée sur la capacité des salles à rebondir dans ces contextes, peut-être pas de la même manière pour certains acteurs que d'autres. Richard a souligné la capacité des salles de proximité à rebondir dans un contexte aussi difficile que la crise sanitaire. D'autres, les groupes, les circuits qui sont peut-être en plus grande difficulté à repenser le modèle qui va prendre la suite. Peut-être que le multiplex, c'est une innovation qui a un peu fait un tour et qu'il va falloir maintenant re-envisager sous un autre angle. Quelles stratégies pourront-on mettre en place après les multiplex? Est-ce que le multiplex va aussi muter vers autre chose, vers de nouvelles stratégies? Ce n'est pas des questions qu'on a abordées, mais c'est des questions qui permettent d'ouvrir peut-être à d'autres débats sur l'avenir de la salle, dont l'après-Covid. Mais je ne vais pas monopoliser la parole parce que je pense que depuis maintenant 1h30, il y a plein de réactions dans le chat de ces flux YouTube qui toutes soulèvent des problèmes sur la fermeture des salles, la nécessité de les ouvrir, le monopole des plateformes sur la consommation culturelle. Donc j'invite le public, s'il souhaite, de vous poser des questions. C'est maintenant. Sachant que les débats ont été tellement riches et on a peut-être aussi épuisé pas mal de pistes de réflexion. Il n'y a pas eu que des questions, il y a eu aussi des commentaires, notamment de Cyril, qui souligne le fait que, bien sûr, on a focalisé l'analyse sur Netflix, qui a joué un rôle un peu de chef de file et de poisson pilote pour d'autres plateformes qui ensuite investissent beaucoup. On a cité Disney+, HBO, mais citons aussi, et c'est le cas de Cyril, Amazon, parce que c'est un cas très particulier, c'est-à-dire d'une entreprise d'une capitalisation boursière qui est une des plus importantes capitalisations du monde, dont le métier est de vendre tout ce qu'il est possible de vendre sur une plateforme et pour lequel Amazon Prime Video, finalement, n'est qu'un des éléments d'un processus fondé essentiellement sur la connaissance du client et où la valeur est fondée sur la data et l'utilisation de la data pour encore mieux orienter vers le client un certain nombre d'offres. Et là, on voit bien qu'on se situe sur une échelle complètement différente, c'est-à-dire que cinéma-série est finalement tout à fait secondaire par rapport à une problématique commerciale globale. Donc, c'est important aussi de réfléchir à la diversité des plateformes. Ce n'est pas la même chose pour Disney, qui veut vendre ses propres produits. Ce n'est pas la même chose pour Salto ou bien la Cinétech. Donc, on a une diversité de plateformes possibles. Alors, parmi les questions, Kira, est-ce que vous en voyez une? Il y en a une, c'était sur
la question du public et son désir de retourner en salle. C'est-à-dire que il y a finalement, quand on parle avec nos étudiants ou avec nos entourages et qu'on essaie de rencontrer des publics, il y a d'abord une réaction, c'est ce qui a été dit par vous deux, vivement la réouverture des salles, et quand ça va rouvrir, mais on va se précipiter, ça va être quelque chose de très puissant. Donc il y a cette tendance-là, et puis il y a aussi ce qui a été évoqué, de nouvelles habitudes qui ont été prises, éventuellement des craintes, éventuellement de l'attentisme, en disant on attend de voir pour s'y remettre. Comment est-ce que vous appréhendez, vous qui connaissez bien votre public, cette question finalement des différentes tendances et des différentes pressions qui vont peser dans un sens et peser dans l'autre? Clairement, je laisserai aussi François réagir, mais clairement, nous, on pense que le public dit habitué va vouloir faire un acte militant. Et on l'a vu à la réouverture en juin. C'est-à-dire qu'en juin, quand on a réouvert, on avait quand même très peu de films. L'offre s'est étoffée avec le temps, mais au début, on avait quand même très peu de films. Et on avait un public très militant qui voulait réexprimer sa volonté de sortir et sa volonté qu'on ne lui impose pas un choix. C'est-à-dire que voilà. Après, la difficulté, ça va être de remettre en place, ce que disait François tout à l'heure est aussi très important, de récupérer notre place. C'est-à-dire de se dire, voilà les gars, les journalistes, là, rendez-nous nos pages, rendez-nous notre espace, chroniquez, faites des chroniques sur les films parce que y a quand même besoin de parler de ces films. On avait une place particulière dans la culture, on avait des pages spéciales le mercredi pour la sortie des films, on avait des chroniqueurs qui passaient, alors on pouvait le dire, mais ça veut dire la tradition du journal télévisé du dimanche soir sur la grosse sortie du mercredi, c'était quelque chose d'important. Donc bien sûr, il est important que les médias soutiennent cette forme-là. Et puis, il est important, on ne va pas parler de pandémie, mais de se dire que c'est la dernière fois qu'on réouvre, ce qui veut dire que c'est la dernière fois qu'on nous ferme. Donc clairement, que de la même façon qu'il a compris que fermer les écoles était catastrophique, que fermer les lieux de culture, et en particulier les cinémas, c'était catastrophique. C'est-à-dire que, encore une fois, nos concitoyens ont beau être résilients, ils ont beau essayer de comprendre ce qu'on leur fait, je veux dire, et j'ai rien contre les gens qui vont à l'église, hein, c'est absolument pas le problème, je suis ravi que les lieux de culte soient ouverts, mais quand on ouvre les lieux de culte, je ne comprends pas pourquoi on n'ouvre pas les cinémas, et personne ne comprend ça. Donc, je veux dire qu'au bout d'un moment, ça veut bien dire que c'est une décision, à un moment, ça a été une décision politique. C'est-à-dire qu'à un moment, il a été politiquement pris comme décision d'ouvrir les lieux de culte et de fermer les salles de cinéma, de laisser les galeries commerçantes ouvertes, mais de fermer les musées. Voilà, il était possible d'aller acheter un poisson rouge dans une animalerie, mais il n'était pas possible d'aller au cinéma. C'est quand même une réalité absolument folle et il va bien falloir à un moment qu'on nous explique pourquoi politiquement on a fait ce choix-là, alors que politiquement on a fait d'autres choix bien plus raisonnables, en particulier au niveau de l'éducation. Donc clairement pour le public, il va falloir re-rappeler, parce que on va dire que le fait de fermer les salles les a d'une certaine façon stigmatisés. C'est-à-dire que cette petite musique qui était, si les salles sont fermées, c'est que ça doit être plus dangereux. Donc, clairement, moi, j'en veux beaucoup au gouvernement aussi là-dessus. C'est le fait de nous avoir mis sur le côté, de nous avoir mis à part, sans assumer le fait qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de flux et que ça permettait de laisser les flux chez eux. Mais en fait, on est apparu comme beaucoup plus dangereux que les autres, que c'était plus la culture, c'était dangereux. Bon, alors, ils ont compris sur le livre, puisque alors, maintenant, les librairies, c'est essentiel. Donc, tant mieux. Mais le cinéma, c'est essentiel. Le théâtre, c'est essentiel aussi. Donc, voilà, j'espère qu'on va apprendre de ces erreurs-là et qu'on va arriver à dire à nos concitoyens, mais voilà, reprenez vos habitudes de vie, ressortez, revenez voir votre salle. Donc, ça va être un gros travail de conviction.
Merci, merci Richard. Peut-être François, toi, sur ce thème du public et finalement comment créer les conditions pour que cette rencontre de nouveau puisse se faire et de la meilleure des façons? Alors, la question numéro un, c'est évidemment les films, hein, quand on parle du public, hein. C'est-à-dire que, Richard l'a dit, il y a énormément de films français et c'est très bien. Comment ces films français vont se répartir dans le calendrier? Mmh. C'est une question essentielle. Je pense que si, on a la chance et je pense que ça sera le cas, heu, d'avoir, des films, une certaine variété, avec des films porteurs, des films de qualité, des films à essai, avec des castings, avec des sujets forts, avec quelques noms, dans les 5 6 semaines qui suivent l'ouverture, ce sera gagné. C'est-à-dire Mmh. qu'il faut qu'il y ait un espèce Mmh. d'élan, Ouais. qui Mmh. soit, et cet élan, il sera porté par quelques films. Et on l'a vu aux vacances de la Toussaint, c'est tout d'un coup, il y a eu 2 3 films qui ont, enlevé la programmation Mmh. et on a eu un peu plus de mal l'été parce que, d'une part, il y avait une espèce d'appréhension du côté des distributeurs, hein, est-ce que, cette pandémie allait retomber? Est-ce que ça allait repartir? Est-ce que je sors mon film maintenant? Est-ce que j'attends, l'automne? Et cetera. Bon, là, ce qui change, c'est quand même qu'il y a une vaccination qui est en cours. C'est la grande différence avec l'an dernier quand même. C'est-à-dire que, raisonnablement, on peut penser qu'on va aller dans une situation qui ne risque pas d'empirer, mais au contraire de se résorber. Donc, je pense qu'on est quand même dans une perspective qui est plus rassurante Mmh. pour les distributeurs. Euh, Moi, si j'ai un souhait à faire, euh, c'est que le couvre-feu soit levé. C'est-à-dire que j'imagine pas une ouverture avec couvre-feu. C'est pas possible. C'est-à-dire que, euh, tout simplement parce que si c'était le cas, les distributeurs, ben, ils joueraient pas le jeu. Ils auraient raison. On pourrait les comprendre. Donc, on a vraiment besoin que la réouverture soit une vraie réouverture. C'est-à-dire sans restrictions supplémentaires. Alors, on voit bien que ce qui se passe, aux États-Unis, en Allemagne, on est quand même sur des réouvertures avec des contraintes assez fortes, hein. Mmh. Donc, on ose espérer que ça sera pas, qu'on va pas vers ce modèle-là en France. Alors après, par rapport aux spectateurs, bon, comme l'an dernier, on va vers une réouverture au printemps. Quand je dis au printemps, c'est plutôt au début, j'espère, enfin, ou au milieu du printemps et pas à la fin du printemps comme l'an dernier. Mais on sait que c'est pas la meilleure période de l'année pour le public. C'est-à-dire que les gens ont été frustrés de cinéma, mais ils ont été frustrés aussi de restaurants, de cafés, de tourisme, notamment international. Autrement dit, ils vont vouloir rattraper le temps perdu pour plein de choses, dont le cinéma. Et la saison va un peu moins dans notre sens. Bon, je pense qu'effectivement, on aura le public habitué, le public assidu, et que c'est à nous de saisir l'élan qu'il va y avoir dans les premières semaines, d'être, euh, force de proposition sur beaucoup d'animations, de moments, conviviaux, parce qu'on a envie de retrouver la salle, le film, mais aussi, l'équipe, les débats, les discussions, les échanges. Et c'est dans ce contexte-là aussi que la réouverture se passera. Et je pense qu'il faut absolument que les médias, effectivement, jouent vraiment le jeu. C'est-à-dire, ça, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment une implication, c'est pas juste reprendre comme ça, mais une implication Mmh. forte sur le cinéma, sur le théâtre, sur, les festivals. Enfin, voilà, il y a toute une forme d'effervescence culturelle qui fait partie de la vie, quotidienne des Français, qui doit reprendre comme ça. Voilà, et le cinéma doit en faire partie, évidemment. Alors, je pense que pour notre conclusion, et cette conclusion Kira va la faire, elle nous parlera pour ceux qui suivent le webinaire de la poursuite de nos ateliers demain matin. J'aime bien l'idée d'élan, c'est-à-dire qu'en fait, toute une profession, mais aussi les distributeurs, les films qui arrivent, les journalistes, les médias autour avec ce désir de cinéma, et puis bien sûr, possiblement des logiques concurrentielles, mais ce que je verrais bien, c'est que les personnes sortent et que c'est à la fois le cinéma et le resto et le café et on va se balader et le théâtre et les activités culturelles, c'est-à-dire que tout cela connaîtra une efflorescence
pour ce printemps. Je crois que nous sommes nombreux à le souhaiter et ce qui est très rassurant, c'est de voir tout le boulot qui a été fait et la façon dont vous préparez la réouverture et cette façon de nous accueillir en tant que spectateurs, et nous sommes nombreux à vouloir retrouver les salles très bientôt. La parole revient maintenant à Kira pour conclure cette table ronde qui va se terminer dans quelques minutes. Je voulais vous remercier tous les deux pour ces débats, remercier aussi les publics qui étaient nombreux à être présents, à réagir, à poser aussi des questions. Nous sommes obligés de conclure. Je ne sais pas si je suis audible. Oui. Oui, Laurent, parce que ça avait coupé. si Donc, et je voulais juste simplement remercier le public et l'inviter à être avec nous tout au long de la matinée. Demain, on va parler de musique, expérience musicale en ligne, des visites de musées virtuels. Et mercredi, on va reprendre avec le cinéma pour parler des tournages. Cette fois-ci, on va passer du côté de la création. On va interroger l'impact de Covid sur les tournages, mais aussi sur certains métiers dont on ne parle pas beaucoup, qui ont été impactés par leur investissement dans les festivals ou la sortie des films. J'entends par là les attachés de presse, qui étaient peut-être des acteurs de l'ombre, peu visibles et très touchés par la crise sanitaire. Donc, j'espère vous retrouver très prochainement, François et Richard, pour poursuivre, je l'espère de près cette fois-ci, dans une salle de cinéma, ces débats et partager quelques émotions cinématographiques sur grand écran à nouveau avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous deux et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup.